Bonjour tout le monde. Voilà donc, on va continuer, toujours sur le chapitre 3 qui traite des tremblements de terre, des séismes. Alors, je rappelle que l'autre fois, donc, on avait vu comment se produit un séisme et où se produit un séisme. Nous avons vu aussi quelles sont les ondes sismiques qui sont émises lorsqu'un tremblement de terre se produit à la surface de la Terre. Et puis, nous avons aussi vu le matériel, c'est-à-dire les sismographes avec lequel on enregistre les ondes qui sont émises par un tremblement de terre. Alors, on va continuer et on va commencer par cette question, cette deuxième question, question numéro 2. Où sont-ils? C'est-à-dire, où se produisent les tremblements de terre, ou bien, autrement dit, où sont situés les tremblements de terre? Voilà, donc comme réponse à cette question, à cette deuxième question, pas n'importe où. C'est-à-dire que les tremblements de terre, ou bien la distribution des tremblements de terre, ne se fait pas de façon aléatoire. Voilà donc la réponse à la deuxième question. Où sont-ils? La réponse est pas n'importe où. Et on va voir rapidement pourquoi la répartition des tremblements de terre à la surface des globes, il ne se fait pas de manière aléatoire. Alors, si on prend cette carte, donc ça c'est la carte, comme vous pouvez voir en bas, c'est la carte de la sismicité mondiale. Carte de la sismicité mondiale. Donc, les épicentres, ils sont issus du catalogue de l'United States Geological Survey pour la période 1973 à 2008. C'est-à-dire, ce qu'on a représenté ici avec ces petits points ronds, ce sont les épicentres des tremblements de terre qui se sont produits durant la période 1973 à 2008. Et ce sont des tremblements de terre de magnitude supérieure à 5, c'est-à-dire ce qu'on a représenté ici, c'est uniquement les tremblements de terre dont la magnitude, il dépasse les 5. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les épicentres, c'est-à-dire ces petits points ronds blancs, c'est les épicentres, c'est-à-dire ce sont les projections, si vous voulez, des hypocentres qu'on a en profondeur. Ce sont les projections des hypocentres qu'on a en profondeur à la surface de la Terre. C'est ça les épicentres. Alors, les épicentres soulignent les limites des plaques lithosphériques qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Les épicentres soulignent les limites des plaques lithosphériques qui se déplacent les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire, si je prends par exemple la plaque africaine, et de ce côté-là, j'ai la plaque sud-américaine. Alors, vous savez qu'entre les deux plaques, entre la plaque africaine et la plaque sud-américaine, vous avez une limite, qui est celle-là. C'est une limite divergente, c'est la dorsale médio-océanique. Alors, remarquez que le long de cette limite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un ensemble d'épicentres, qui souligne cette limite de plaques qui est de nature divergente. C'est-à-dire que les épicentres, ils suivent la limite des deux plaques. La plaque africaine d'un côté et la plaque sud-américaine d'un autre côté. Si je prends par exemple deux autres plaques, alors, par exemple, je prends la Nazca. Je prends la Nazca et je prends l'Amérique du Sud. La limite entre les deux, c'est celle-là. C'est une limite convergente, c'est une zone de subduction, comme on l'avait expliqué l'autre fois. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que tout au long de cette limite convergente, de cette zone de subduction, regardez, nous avons un certain nombre de points qui représentent bien sûr évidemment les épicentres des tremblements de terre qui suivent ou bien qui épousent cette limite de plaque
qui est une limite convergente et qui, par conséquent, c'est une zone de subduction. Si vous prenez, par exemple, cette zone-là, où nous avons la faille transformante de San Andreas. Alors, on constate de la même manière, c'est une faille transformante, donc on constate de la même manière que le long de cette faille transformante, nous avons ici un certain nombre de points qui représentent les épicentres des tremblements de terre. Si je prends par exemple la limite entre la plaque eurasiatique, la plaque européenne et la plaque africaine, nous avons dit que la limite entre les deux, c'est une limite transformante. C'est une limite transformante, c'est celle-là. Et je constate aussi de la même manière que le long de cette limite de plaques, entre la plaque européenne et la plaque africaine, j'ai un certain nombre d'épicentres des tremblements de terre. Alors, autrement dit, les tremblements de terre, ils ne se répartissent pas de manière aléatoire, mais plutôt ils suivent les limites des plaques, parce que tout simplement, nous avons vu l'autre fois que entre ces limites des plaques, il y a des mouvements. Et lorsque les plaques bougent, il y a des cassures au niveau de la lithosphère, et ce sont ces cassures qui produisent les tremblements de terre. Alors, j'ai dit que les épicentres soulignent les limites de plaques lithosphériques qui se déplacent les unes par rapport aux autres. On note qu'une partie de la sismicité est exprimée en dehors des limites des grandes plaques, c'est-à-dire qu'au cœur des continents. Vous avez l'Eurasie comme exemple, l'Australie, l'Amérique du Nord ou l'Europe. C'est-à-dire, si je prends par exemple l'Amérique du Sud, alors en plus de ces épicentres qui marquent la limite entre la plaque Nazca et la plaque Amérique du Sud, nous avons d'autres tremblements de terre au milieu de l'Amérique latine qui ne suivent pas la limite. De la même façon, au niveau de l'Amérique du Nord, j'ai d'autres tremblements de terre, par exemple, à l'intérieur de la plaque Amérique du Nord. La même chose pour l'Afrique. Alors l'Afrique, par exemple, regardez, vous avez un certain nombre de tremblements de terre qui sont à l'intérieur des plaques. La même chose en Asie, la même chose en Australie. C'est-à-dire, autrement dit, que j'ai deux types de tremblements de terre. Nous avons des tremblements de terre interplaques, c'est-à-dire entre les plaques, donc, et par conséquent, ils suivent les limites des plaques, et nous avons des tremblements de terre, ce qu'on appelle des tremblements de terre intraplaques. C'est à l'intérieur des plaques lithosphériques. C'est pas entre les plaques, mais c'est à l'intérieur des plaques. Donc, c'est en dehors des limites des plaques. Donc, je reprends, j'ai dit que, en examinant cette carte de la sismicité mondiale, on retient que nous avons deux types de tremblements de terre. Des tremblements de terre qui suivent les limites des plaques, c'est ce qu'on appelle les tremblements de terre ou bien les séismes interplaques, mais nous avons aussi d'autres types de tremblements de terre qui sont en dehors des limites des plaques et ils sont à l'intérieur des plaques, c'est ce qu'on appelle les tremblements de terre intraplaques. Voilà, donc là, c'est un schéma. Donc, c'est un schéma avec les différentes plaques lithosphériques et nous avons les différents types de limites de plaques. Par exemple, la plaque africaine, la plaque américaine, sud-américaine, et vous avez une limite divergente. Vous avez une limite divergente entre les deux plaques et vous avez un certain nombre de points qui représentent des tremblements de terre. La même chose entre la plaque Nazca et la plaque sud-américaine. Vous avez une limite convergente, c'est une zone de subduction, et on voit que cette zone de subduction, il est soulignée par un certain nombre de tremblements de terre. La même chose ici, vous avez une limite transformante, et cette limite transformante, donc, il est souligné par un certain nombre de tremblements de terre. Alors, les alignements des séismes indiquent les limites des plaques, lesquelles se déplacent les unes par rapport aux autres et présentent entre elles trois types de frontières qui sont le siège d'une plus ou moins intense activité sismique. Alors, ces séismes, ils sont alors appelés séismes tectoniques, c'est-à-dire, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, j'ai dit que vous avez deux types de séismes, les séismes qui suivent les limites de plaques, que ce soit les limites transformantes ou bien les limites divergentes ou bien les limites convergentes. Ça, c'est ce qu'on appelle les séismes tectoniques parce qu'ils soulignent les limites des plaques tectoniques. Ce sont des séismes tectoniques. Mais nous avons un autre type de sismicité. C'est une sismicité en dehors des limites des plaques. C'est ce que j'avais appelé tout à l'heure des séismes intraplaques.
Donc, je répète, nous avons deux types de limites, nous avons deux types de tremblements de terre ou bien de séismes. Nous avons les séismes interplaques qu'on trouve le long des limites des plaques, que ce soit limites divergentes ou bien convergentes ou bien transformantes. C'est ce qu'on appelle les séismes tectoniques. Et nous avons d'autres tremblements de terre ou bien d'autres séismes qu'on appelle les séismes intraplaques et qui se trouvent en dehors des limites des plaques. Donc, je reprends encore une fois. Il y a deux types de séismes ou bien de tremblements de terre. Il y a des séismes qui soulignent les limites des plaques, Donc, c'est ce qu'on appelle les séismes interplaques. Ils sont appelés aussi les séismes tectoniques. Et il y a des tremblements de terre ou bien des séismes qui se positionnent en dehors des limites des plaques, c'est-à-dire c'est à l'intérieur des plaques. Donc, on parle dans ce cas de séismes intraplaques, c'est-à-dire à l'intérieur des plaques et non pas au niveau des limites des plaques. Alors, un autre point intéressant à souligner aussi, c'est que regardez un peu à ce niveau-là. Ici, vous avez une limite divergente et vous avez des séismes intermédiaires. Séismes intermédiaires. Lorsque vous avez une limite convergente, ce sont des séismes qui sont profonds généralement. Et lorsque vous avez des failles transformantes, ce sont des séismes qui sont superficiels. C'est-à-dire que lorsque vous avez une limite divergente, généralement, les séismes, ils sont superficiels et intermédiaires. C'est ce que vous allez trouver, par exemple, au niveau de cette limite divergente. Lorsque vous avez des séismes lorsque vous avez une limite qui est convergente, c'est-à-dire les zones de subduction, alors généralement, on peut trouver des séismes profonds. Par contre, au niveau des failles transformantes, les séismes, généralement, ils sont superficiels. Les séismes superficiels. Donc, je vais revenir un petit peu plus en détail sur cet aspect-là. Alors, sismicité dans les zones d'écartement, c'est-à-dire dans les limites divergentes. Les limites divergentes ou bien tout simplement les rides médio-océaniques. Je reprends, j'ai dit que sismicité dans les zones d'écartement, c'est-à-dire dans les limites divergentes ou bien dans les rides médio-océaniques. Voilà donc là, c'est une carte de la sismicité mondiale, une carte de la sismicité mondiale entre 1963 et 1995. Et on a représenté les épicentres par différentes couleurs. Avec le rouge, on a représenté les épicentres, les hypocentres, ce n'est pas les épicentres, les foyers. Alors, avec la couleur rouge, on a représenté les foyers de séisme dont la profondeur elle est comprise entre 0 km et 50 km. Avec du vert, on a représenté les foyers, dont la profondeur elle est comprise entre 50 km et 300 km. Et avec du bleu, on a représenté les foyers des tremblements de terre dont la profondeur elle est comprise entre 300 km et 700 km. Alors, si on prend par exemple les rides médio-océaniques, par exemple celle-là, donc ça c'est l'Afrique, ça c'est l'Amérique du Sud, d'accord? Ça c'est la plaque eurasiatique, ça c'est la plaque nord-américaine. Si on suit cette ride médio-océanique, alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que le long de cette ride médio-océanique, il n'y a que des points rouges. Or, les points rouges, ça correspond à quoi? Ça correspond à des tremblements de terre dont les hypocentres, ils sont compris entre 0 et 50 km. Et par conséquent, donc, la sismicité dans les zones d'écartement, c'est-à-dire la sismicité dans les rides médio-océaniques, c'est une sismicité qui est superficielle. C'est-à-dire que les tremblements de terre, très souvent, ce sont des tremblements de terre qui sont superficiels et dont les foyers ou bien les hypocentres se trouvent à une profondeur comprise généralement entre 0 et 50 km. Par contre, si on prend les zones de subduction, regardez ici, par exemple, là, vous avez la plaque sud-américaine et vous avez la plaque Nazca. Ça, c'est la plaque Nazca. Et ça, c'est la plaque sud-américaine. Qu'est-ce qu'on constate?
on constate qu'on a les trois types de tremblements de terre. On a le bleu, on a le vert et on a le rouge. Le rouge, le vert et le bleu. C'est-à-dire, nous avons les superficiels, dont la profondeur est comprise entre 0 et 50. Nous avons les intermédiaires, c'est en vert, c'est entre 50 et 300 km. Et nous avons aussi les profonds, les tremblements de terre profonds, entre 300 km et 700 km. Alors, je déduis de là que la sismicité dans les zones d'écartement ou bien dans les rides médio-océaniques, c'est une sismicité qui est superficielle, comme je peux voir au niveau de la ride médio-atlantique, séparant l'Afrique de l'Amérique du Sud, ou bien par exemple entre la plaque Nazca, ici, et la plaque Pacifique. Alors, entre les deux plaques, nous avons une ride médio-océanique, et le long de cette ride médio-océanique, j'ai une sismicité qui est superficielle. Alors, si vous continuez à voir un peu au niveau de toutes les rides médio-océaniques du globe, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que partout où vous avez des rides médio-océaniques, c'est généralement une sismicité qui est superficielle, c'est-à-dire qui est comprise entre 0 et 50 km. Par contre, au niveau des zones de subduction, comme ici, et là, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle la ceinture du feu du Pacifique. Donc là, vous avez des zones de subduction. On va trouver les trois types de tremblements de terre, c'est-à-dire les tremblements de terre superficiels, les tremblements de terre intermédiaires et les tremblements de terre profonds. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail sur ces trois types de tremblements de terre et leur répartition. Alors, sismicité dans les zones d'écartement ou bien dans les rides médio-océaniques. Donc, nous avons dit que, voilà, les limites divergentes, ce sont des rides médio-océaniques. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi les dorsales médio-océaniques. Alors, voilà une dorsale médio-océanique. Donc, vous avez la chambre magmatique. Alors, il y a du magma qui jaillit à ce niveau-là, qui provient de la chambre magmatique et qui jaillit. D'accord? Et c'est ce magma qui va construire la croûte océanique au niveau de la dorsale médio-océanique. Donc ça, pour plus de détails, revenez un petit peu au chapitre 2, donc, dans lequel on a parlé suffisamment de cette question-là. Alors, le long de la dorsale médio-océanique, regardez, vous avez des points. Alors, ces points, ça correspond à quoi? Ça correspond à des hypocentres, c'est à des foyers de tremblement de terre. C'est à des foyers de tremblement de terre. Alors, les zones d'écartement ou bien les dorsales médio-océaniques sont le siège de tremblements de terre nombreux, mais relativement modérés et superficiels. Donc là, vous avez une sismicité superficielle. Alors, la question qui vient après, c'est à quoi elle est due cette sismicité dans la dorsale médio-océanique? Alors, c'est simple. Si vous vous rappelez bien, nous avons parlé dans le chapitre précédent, nous avons parlé d'un certain nombre de failles qui se trouvent dans la dorsale médio-océanique. Et nous avons dit qu'on a deux types de failles dans la dorsale médio-océanique. Alors, au niveau du rift, nous avons dit, c'est-à-dire ce fossé d'effondrement, nous avons dit que nous avons un certain nombre de failles qui sont normales. Et très souvent, le rift, il est affecté par un certain nombre de failles transverses, c'est ce qu'on appelle des failles transformantes, comme celle-là par exemple, et celle-là par exemple. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'au niveau de la dorsale médio-océanique, nous avons deux systèmes de failles. Nous avons des failles normales qui font que nous avons un fossé d'effondrement, hein, c'est le rift, et le rift, il est traversé, il est découpé, il est hachuré par un système de failles transverses, ce sont des failles transformantes. Alors, lorsque ces failles fonctionnent, donc c'est des tremblements de terre qui se produisent. Comme vous pouvez voir, avec ces petites étoiles, donc ces petites étoiles, ça représente quoi? Ça représente les hypocentres des tremblements de terre. Donc, la sismicité, pour conclure, la sismicité au niveau de la dorsale médio-océanique, c'est une sismicité qui est superficielle, c'est une sismicité qui est modérée, et puis il est causé par les deux types de failles, les failles normales qu'on trouve au niveau du rift
et les failles transverses, les failles transformantes qui découpent les rifts au niveau de la dorsale médio-océanique. Voilà donc à quoi il est dû la sismicité dans les zones d'écartement ou bien dans les rides médio-océaniques. Donc là, c'est un exemple. Vous avez donc la ride médio-atlantique. C'est une ride médio-océanique, c'est une zone d'écartement, c'est une zone de divergence, c'est une limite divergente et par conséquent, tout au long de cette limite divergente, de cette zone d'écartement, de cette ride médio-océanique, vous avez une certaine sismicité et on voit ici la profondeur. Donc la profondeur, c'est une profondeur qui est superficielle. C'est une profondeur qui est superficielle. Alors, on passe maintenant à la sismicité dans les zones d'affrontement, les zones de convergence, les limites de convergence qui sont des zones de subduction. Alors, donc sur cette même carte que j'avais projetée tout à l'heure, donc si on prend par exemple l'Amérique du Sud et la Nazca, l'Amérique du Sud et la Nazca. Donc regardez, entre les deux, nous avons cette limite qui est une limite de convergence, c'est une limite convergente. C'est une zone de subduction parce que tout simplement la Nazca, c'est une lithosphère océanique et elle est dense, il va plonger sous la lithosphère continentale qui représente l'Amérique du Sud. Et par conséquent, nous aurons une sismicité à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des limites des plaques. La même chose, si vous prenez par exemple la limite entre la lithosphère pacifique et les autres plaques de ce côté-là. Donc, vous allez avoir, c'est une zone de subduction et regardez, donc vous avez un certain nombre de points qui correspondent à des tremblements de terre. Alors, de manière générale, les zones de subduction sont le siège de séismes superficiels, intermédiaires et profonds. Donc, on a, comme j'avais dit tout à l'heure, on a les trois types de séismes, les séismes superficiels, intermédiaires et profonds. Alors, on trouve au niveau des zones de subduction les tremblements de terre les plus violents et aussi les plus meurtriers à cause de leur situation géographique qui est souvent près des zones à forte densité de population. C'est le cas par exemple du Chili, du Japon et du Mexique. Et c'est aussi l'endroit où on a les tremblements de terre les plus profonds au monde. C'est-à-dire que les hypocentres, ils peuvent aller jusqu'à 700 km de profondeur. Je rappelle que au niveau des limites divergentes, ce qu'on avait, c'est généralement des tremblements de terre qui sont superficiels. On va voir que au niveau aussi des limites transformantes, nous avons aussi de la sismicité superficielle. Alors, le seul endroit sur le globe où on a des tremblements de terre dans la profondeur des hypocentres ou bien des foyers, il peut aller jusqu'à 700 km, c'est au niveau des zones de subduction et on va expliquer pourquoi. Alors, sismicité au niveau des zones de subduction. Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que nous avons deux types de zones de subduction. Deux types de zones de subduction. Alors, on a une subduction de type Chili. Subduction de type Chili. Subduction de type Chili et une subduction de type Marianne. Une subduction de type Marianne. Alors, où trouve-t-on la subduction de type Chili? Subduction de type Chili, comme son nom l'indique, c'est entre la plaque Nazca et la plaque Amérique du Sud. La plaque Amérique du Sud. Donc, à cet endroit, entre la plaque Amérique du Sud et la plaque Nazca, nous avons une subduction de type Chili. Et on va voir les caractéristiques de cette subduction de type Chili. Une subduction de type Marianne. Subduction de type Marianne, c'est au niveau du Pacifique. C'est au niveau du Pacifique. Au niveau du Pacifique. Alors, sur cette figure, c'est quoi les
les premières différences frappantes entre les deux types de subduction, c'est-à-dire entre la subduction de type Chili et la subduction de type Marianne. Les principales différences, ils sont indiquées là. Alors, regardez un petit peu le pendage de la plaque plongeante au niveau d'une subduction de type Marianne et comparez-le par rapport au pendage de toujours la plaque plongeante au niveau de la subduction de type Chili. Alors, le pendage ici, il est faible. Par contre, ici, le pendage, il est fort. Le pendage, il est fort. La même chose, regardez un petit peu les âges, comparez un peu les âges. Regardez, ici, vous avez une plaque qui est âgée, et là, vous avez une plaque qui est jeune. Une plaque qui est jeune. Alors, le pendage et les fonctions de l'âge. Le pendage et les fonctions de l'âge. Donc ça, c'est la première déduction qu'on peut déduire. Pourquoi le pendage et les fonctions de l'âge? Parce que tout simplement, plus vous avez une plaque qui est âgée, plus la plaque elle est froide et plus il devient plus dense. Et quand il devient plus dense, donc il a tendance à s'enfoncer plus rapidement dans la sténosphère. Par contre, ici, la plaque elle est jeune, donc il est encore chaude et par conséquent, la densité elle n'est pas assez dense comme le cas dans la subduction de type Marianne. Voilà donc la principale différence qui existe entre les deux types de subduction. Subduction de type Chili et subduction de type Marianne. Je reprends. Dans la subduction de type Chili, on voit que le pendage de la plaque plongeante, le pendage, elle est faible. Parce que tout simplement, c'est une plaque qui est encore jeune. Et qui dit une plaque jeune, dit une plaque qui est toujours chaude. Et par conséquent, la densité elle est relativement faible comparativement par rapport à celle de la plaque plongeante au niveau de la subduction de type Marianne. Donc, dans la subduction de type Marianne, la plaque, elle est âgée, elle est vieille, et par conséquent, elle est plus froide et elle est plus dense. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle donc il plonge facilement et le pendage, elle est plus fort. Le pendage, elle est plus fort. Autre chose, c'est que regardez ici, au niveau de la subduction de type Marianne, puisque le pendage elle est plus fort, vous avez une fosse qui est plus profonde. Par contre, ici, la fosse, elle est relativement moins profonde, fosse peu profonde. Fosse peu profonde. Alors, autre chose, c'est que une subduction de type Chili est appelée aussi une subduction forcée. Une subduction forcée. Pourquoi une subduction forcée? C'est à cause du pendage faible de la plaque plongeante. C'est-à-dire que la plaque plongeante, il va pénétrer difficilement dans la sténosphère comparativement par rapport à la plaque plongeante au niveau de la subduction de type Marianne. Ici, le pendage est fort, la plaque plongeante elle est plus dense, il plonge facilement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle donc, vous avez ce pendage fort de la plaque plongeante. Alors, autre chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est que dans les deux cas, que ce soit dans la subduction de type Marianne ou bien dans la subduction de type Chili, les tremblements de terre qui sont représentés ici avec ces étoiles, ils s'inscrivent ou bien ils sont insérés dans un plan qui est incliné de faible épaisseur qu'on appelle le plan de Wadati-Benioff. Le plan de Wadati-Benioff. Alors, par exemple, ici, le plan de Wadati-Benioff, c'est ce plan-là, suivant lequel s'inscrivent ces tremblements de terre. Donc, ça, c'est le plan de Wadati-Benioff. Donc, de la même manière ici, le plan de Wadati-Benioff, c'est ce plan-là, suivant lequel ils vont s'inscrire les tremblements de terre. Et ce plan de Wadati-Benioff, il possède une inclinaison qui est variable en fonction de la subduction. C'est-à-dire que dans la subduction de type Chili, l'inclinaison du plan de Wadati-Benioff, il est faible. Par contre, dans la fosse de type Marianne, l'inclinaison du plan de Wadati-Benioff, elle est forte. Elle est forte parce que tout simplement, la plaque plongeante, il a un fort pendage. Par contre, ici, l'inclinaison, il est faible parce que la plaque plongeante, il a un pendage moins faible. Voilà.
Donc, retenez un peu ça. Plan de Wadati-Benioff, c'est le plan suivant lequel s'inscrivent les foyers des séismes. Donc, je reviens à cette question d'âge des plaques lithosphériques. Alors, bon, ici vous avez l'Amérique du Sud, donc ça c'est l'Amérique du Nord, donc là c'est la plaque Nazca, et regardez un petit peu, les âges, ils sont représentés par ces pans, par ces couleurs. Ici on peut lire les couleurs, les âges en fonction des couleurs. Par exemple, là, les couleurs, les âges les plus anciens, ils sont représentés ici par ces couleurs. C'est-à-dire, on est quelque part là. Donc, c'est entre 30 et 40 millions d'années. Entre 30 et 40 millions d'années. Et comparé par rapport, donc ça, c'est la subduction de type Chili. Subduction de type Chili. C'est-à-dire que les âges les plus anciens de la plaque Nazca, les âges les plus anciens de la plaque Nazca, à ce niveau-là, ils sont d'âge 30 à 40 millions d'années. Et on va comparer par rapport aux âges les plus anciens de la plaque Pacifique au niveau de la subduction de type Marianne. Donc, retenez un petit peu les âges. Ici, j'ai dit que c'est entre 30 et 40 millions d'années pour les âges de les portions de la plaque les plus anciennes. Par contre, au niveau, donc ça c'est le Pacifique, c'est la plaque Pacifique, et ça c'est la fosse des Mariannes. Vous avez la subduction de type Marianne à ce niveau-là. Et regardez un petit peu les âges. Vous avez 145 millions d'années et 170 millions d'années. Donc c'est ancien quand même, comparativement par rapport aux âges de la plaque Nazca, c'est-à-dire les portions de la plaque Nazca les plus anciens. J'ai dit tout à l'heure que c'est entre 30 et 40 millions d'années. Ici, c'est entre 145 et 170 millions d'années. C'est plus ancien. Et par conséquent, ici, les plaques, ils sont plus froides et ils sont plus denses. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le pendage des plaques plongeantes à ce niveau-là, il est fort. Et nous avons une subduction de type Marianne. Par contre, au niveau de la subduction de type Chili, les âges des plaques plongeantes, ils sont relativement moins anciennes et par conséquent, donc, ils sont moins denses. Alors, comment se répartissent les trois types de séismes? Tout à l'heure, nous avons dit qu'au niveau des zones de subduction, au niveau des zones de convergence, nous avons les séismes superficiels, nous avons les séismes intermédiaires et les séismes profonds. Alors, ces trois types de séismes, c'est-à-dire superficiel, intermédiaire et profond, ils se répartissent suivant une logique bien déterminée. C'est-à-dire que ce n'est pas de manière aléatoire. Il y a une logique. Il y a une logique de répartition. C'est ce qu'on va voir rapidement maintenant. Alors, dans le Pacifique, au niveau de la fosse des Kuriles, donc ça c'est la fosse des Kuriles, et la fosse du Japon, et la fosse des Japon. Donc, ce sont des subductions de type Marianne, parce que tout simplement, les plaques lithosphériques plongeantes, donc, ils sont relativement anciennes et par conséquent, ils sont froides et denses. D'accord? Donc, nous avons, au niveau de la fosse des Kuriles, nous avons des systèmes de bandes de répartition des tremblements de terre. Donc là, ce qu'on représente ici, ce sont les épicentres. Regardez, vous avez cette bande où nous avons uniquement des points colorés en orange qui représentent les séismes superficiels. Derrière cette bande de points colorés en orange, nous avons une bande de points colorés en vert et qui représente les séismes intermédiaires. Derrière cette bande de points colorés en vert, nous avons une bande de points colorés en rouge qui représente les séismes profonds. Alors, pour comprendre un petit peu, ça, ce sont les épicentres, ça, c'est à la surface. Mais comment se répartissent ces tremblements de terre en profondeur? C'est-à-dire, il faut voir un peu la répartition des hypocentres, parce que ça, ce sont les épicentres, c'est à la surface. Alors, il faut voir
la répartition des hypocentres en profondeur. Et pour pouvoir voir la répartition des hypocentres en profondeur, il faut faire tout simplement une coupe. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner la coupe AB qui traverse tout ce système-là. Alors, la coupe AB, voilà ce qu'il montre. Donc, il montre, donc ça c'est la fosse des Kourils, ça c'est la fosse des Kourils, et nous avons la plaque plongeante, la plaque pacifique, et nous avons ici la plaque supérieure, Et nous avons les tremblements de terre. Et on voit que les tremblements de terre, les foyers des tremblements de terre, ils sont colorés différemment. Donc, nous avons ceux qui sont colorés en orange et sur la légende, c'est marqué superficiel. Ceux qui sont colorés en vert, donc c'est les intermédiaires. Et ceux qui sont colorés en rouge, ce sont les tremblements de terre profonds. Les tremblements de terre profonds. Donc, nous avons les oranges, les tremblements de terre qui sont colorés en orange, donc ils sont superficiels. Ceux qui sont colorés en vert, c'est intermédiaire. Ceux qui sont colorés en rouge, c'est profond. C'est profond. Alors, comment j'obtiens cette répartition? Comment j'obtiens cette répartition? Donc, orange, vert, rouge, c'est-à-dire superficiel, intermédiaire et rouge. Bon, il suffit de projeter par rapport à la verticale sur la surface, parce que les épicentres, c'est ça. Les épicentres, c'est la projection de l'hypocentre à la surface suivant une droite verticale. Donc, si je projette, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir à ce niveau-là, je vais avoir les tremblements de terre superficiels, les tremblements de terre intermédiaires, je vais les avoir là, c'est-à-dire sous forme d'une bande, derrière la bande qui correspond au tremblement de terre superficiel, et les rouges, si je les projette ici, je vais avoir une bande derrière la bande des tremblements de terre qui sont colorés en vert et qui correspondent à des tremblements de terre intermédiaires. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc, nous avons les superficiels qui sont marqués par ces points orange. Derrière les superficiels, nous avons les intermédiaires. Ce sont ces tremblements de terre que vous avez ici. On va les trouver là. Et derrière les intermédiaires, nous avons les tremblements de terre profonds colorés en rouge. Donc, c'est la projection de ces points qu'on a ici. Voilà, donc les trois classes de séismes se répartissent selon des bandes qui sont parallèles aux fosses océaniques. D'est en ouest, nous avons les séismes superficiels, les séismes intermédiaires et les séismes profonds. Et on voit ici sur cette coupe comment se répartissent en profondeur les trois types de tremblements de terre. Alors, par quoi ils sont produits les différents types de tremblements de terre? Les séismes de faible profondeur, c'est-à-dire les superficiels, c'est-à-dire ceux-ci. Ils sont produits par les fractures, c'est-à-dire ces fractures que vous avez ici. Et ces fractures, c'est le résultat de la rencontre entre les deux plaques. Parce que c'est une zone de friction, c'est une zone de frottement. Donc, les plaques, ils se frottent l'une contre l'autre et par conséquent, ils vont se casser. Et ce sont ces cassures qui vont produire ces tremblements de terre. Les séismes profonds et intermédiaires, c'est-à-dire on parle de ces séismes qui sont intermédiaires et ces séismes profonds. Comment ils sont produits? Alors, ils sont produits tout simplement par les failles qui apparaissent dans la plaque lithosphérique plongeante rigide. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai dit tout à l'heure que c'est une plaque qui est froide et par conséquent, il a un comportement rigide, c'est-à-dire il casse. Alors, au fur et à mesure qu'il plonge en profondeur, au fur et à mesure qu'il plonge en profondeur, et c'est une plaque qui est rigide, il va casser. Il va casser à ce niveau-là, il va casser à ce niveau-là. Et ce sont ces cassures qui produisent les tremblements de terre. Donc, les séismes profonds et intermédiaires, ils sont produits par les failles qui apparaissent dans la plaque lithosphérique rigide qui s'enfonce dans la sténosphère plastique. Alors, un exemple de sismicité en Amérique latine.
l'Amérique latine. Bon, ici, vous voyez, regardez, vous avez, ça c'est la plaque sud-américaine, vous avez la plaque Nazca, c'est une zone de convergence, et on voit qu'on a trois types de tremblements de terre ou bien de séismes. On a ceux qui sont colorés avec cette couleur-là, derrière qui forment une bande le long de la zone de subduction. Derrière cette bande, nous avons une bande de tremblements de terre colorés en bleu, et nous avons ici une autre bande de tremblements de terre colorés en rouge, quand on voit un peu les profondeurs. Alors, pour ces temps-là, ces temps clairs, nous avons des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 150 km. Pour les bleus, c'est des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 300 km. Et pour les rouges, c'est des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 800. Et par conséquent, ici, nous avons les tremblements de terre soi-disant superficiels. Ici, nous avons les tremblements de terre intermédiaires. Et là, nous avons les tremblements de terre profonds. Donc, ils se répartissent, les trois types de tremblements de terre se répartissent suivant la même logique qu'on avait vue tout à l'heure. Alors, ici, de ce côté-là, vous avez des photos de certains tremblements de terre, de dégâts de certains tremblements de terre. Ici, par exemple, c'est le tremblement de terre de Karoumas, c'est en octobre 2005. Ici, c'est janvier 2004. Ici, c'est un volcanisme associé à la zone de subduction, Sabancaya. Ici, c'est le volcan de Ubinas qui est en activité. Ici, c'est le séisme de Kalauka, c'est en octobre 2005. Et donc là, c'est le schéma qui représente la subduction de la plaque Nazca sous la plaque sud-américaine, et avec bien sûr évidemment les différents phénomènes qui en résultent, le volcanisme et les tremblements de terre. Donc ça, c'est le séisme de Arequipa, c'est juin 2001, et ainsi de suite. Alors, j'arrive maintenant à la sismicité dans les zones de coulissage, les failles transformantes. Alors, j'avais parlé l'autre fois que parmi les failles les plus connues, c'est la faille de San Andreas. Bon, sur ce schéma, donc on voit un peu le tracé de la faille de San Andreas. Et ici, on a représenté l'épicentre d'un tremblement de terre qui est très connu, survenu le 18 avril 1906. C'est le tremblement de San Francisco de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. 7,8 sur l'échelle de Richter. Voilà, donc ici on a représenté l'épicentre de ce tremblement de terre qui est dû au jeu de la faille de San Andreas. C'est en 1906, exactement le 18 avril 1906, avec une échelle de 7,8 sur l'échelle, avec une magnitude, pardon, de 7,8 sur l'échelle de Richter. Donc ici, on a représenté le même tremblement de terre, mais représenté avec les isoséistes. Les isoséistes. Alors ici, par exemple, l'intensité, elle est comprise entre 2 et 3. Ici, l'intensité du tremblement de terre, elle est de 4. Ici, elle est de 5. Ici, elle est de 7. Ici, elle est de 8. Et ici aussi, elle est de 8. Et plus on s'approche de l'épicentre, plus l'intensité elle est maximale. Donc là, vous avez 9. L'intensité, elle est 9. Et on voit que, effectivement, comme je l'avais expliqué l'autre fois, nous avons dit que l'échelle de Richter, l'échelle de Mercalli, c'est une échelle qui varie géographiquement, c'est une échelle qui est subjective. Donc, regardez un peu, pour le même tremblement de terre, vous avez différentes intensités. C'est une échelle qui varie géographiquement. Et c'est une échelle qui est subjective. Par contre, pour l'échelle de Richter, c'est une échelle qui est objective parce que on mesure la magnitude en fonction de la quantité d'énergie qui est libérée. Alors, sismicité dans les zones de coulissage, les failles transformantes toujours. Voilà, donc là, c'est une image aérienne, c'est une photo aérienne du tracé de la faille de San Andreas.
Là, c'est quelques photos qui montrent un peu les ravages qui sont causés par le tremblement de terre de 1906 de San Francisco. Voilà donc San Francisco ravagé par le tremblement de terre de 1906. Et on voit les dégâts qui sont causés, des bâtiments qui sont effondrés, des routes qui sont détruites complètement, et ainsi de suite. Là, du feu dans des églises, des ponts qui sont détruits, des routes qui sont cassées aussi, et ainsi de suite. Alors, j'arrive maintenant à une autre partie de ce cours-là, c'est les méthodes de détermination d'un épicentre d'un séisme. Alors, on utilise ce qu'on appelle la méthode des 3 cercles. On utilise ce qu'on appelle la méthode des 3 cercles. C'est-à-dire, j'avais dit l'autre fois que les tremblements de terre, ils sont considérés comme étant les catastrophes naturelles les plus imprévisibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire on ne peut pas prévoir quand un tremblement de terre peut se produire, c'est-à-dire c'est le temps, et non plus, il y a aussi un problème d'espace, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir où va se produire un tremblement de terre. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit qu'un tremblement de terre, elle est imprévisible. On ne peut prévoir ni le temps quand le tremblement de terre va se produire, ni le lieu où le tremblement de terre va se produire. Mais quand le tremblement de terre se produit, on peut déterminer le lieu où il s'est produit en utilisant ce qu'on appelle la méthode des 3 cercles. Je répète, on ne peut pas prévoir l'endroit où le tremblement de terre va se produire. On ne peut pas prévoir non plus le temps quand le tremblement de terre va se produire. Donc, c'est une catastrophe naturelle qui est imprévisible, mais lorsque le tremblement de terre se produit, on peut déterminer son emplacement, tout en utilisant ce qu'on appelle la méthode des 3 cercles. Alors, voilà donc les choses dont on dispose. Les choses dont on dispose, nous avons un sismogramme pour une station, par exemple. Je suppose que j'ai une station installée quelque part et qui a reçu les ondes de P et les ondes de S et les ondes de R. Donc là, c'est le sismogramme dont je dispose. Ce que je cherche à déterminer, c'est la distance, ce qu'on appelle la distance hypocentrale ou bien la distance épicentrale si la profondeur elle est faible. Donc la distance épicentrale, la distance qui sépare le foyer ou bien l'épicentre de la station de mesure, où j'ai mes sismographes qui sont installés. Alors, avec cette première station, je peux écrire les formules suivantes. Le temps d'arrivée de l'onde P. Le temps d'arrivée de l'onde P, c'est le TP. Elle est égale à quoi? Elle est égale à T0, le temps initial, plus D sur Vp. Alors, D, la distance épicentrale sur la vitesse de l'onde P. Alors, pour le temps d'arrivée de l'onde S, qui est Ts, est égal à T0, c'est le temps initial, temps origine, plus D sur Vs. Alors, je reviens au Tp. Tp est égal à T0, c'est le temps origine, que l'on ne connaît pas. Plus le temps mis par l'onde pour parcourir toute cette distance depuis l'hypocentre jusqu'à la station. C'est D sur Vp. Alors, la même chose pour le temps d'arrivée de l'onde S. Alors, Ts est égal à T0, c'est le temps origine, plus le temps mis par l'onde pour parcourir toute cette distance, c'est-à-dire depuis le foyer jusqu'à la station. Alors, je sais que le temps, c'est la distance sur la vitesse, d'accord? Le temps, c'est la distance sur la vitesse. Alors, l'onde S, il a une vitesse propre à elle, l'onde P, il a une vitesse propre à elle. Et bien sûr, évidemment, donc l'onde P, il va mettre un peu moins de temps à arriver au niveau de la station que l'onde S.
Alors, D, c'est la distance épicentrale, T0, c'est le temps origine, Vp, c'est la vitesse de l'onde de P, Vs, c'est la vitesse de l'onde de S. On ne connaît pas le temps origine, T0, T0. Alors, avec ces deux formules, on peut écrire la chose suivante. Donc, notre premier problème consiste à trouver D. Donc, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la distance épicentrale. C'est la distance épicentrale, en utilisant bien sûr évidemment cette méthode qu'on appelle la méthode des trois cercles. Mais on ne connaît pas le temps origine T0. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire la différence entre les deux relations, c'est-à-dire entre celle-là et celle-là. Alors, on peut écrire Ts moins Tp, voilà, Ts moins Tp. Elle est égale à T0 plus D sur Vs moins T0 plus D sur Vp. Ce qui revient à dire que Ts moins Tp est égal à D fois 1 sur Vs moins 1 sur Vp. Donc, je reprends. Ts moins Tp est égal à T0 plus D sur Vs moins T0 plus D sur Vp. Je supprime T0 et T0. Ce qui me reste, c'est D sur Vs moins D sur Vp. Je mets le D en facteur. Donc, j'aurai D facteurs de 1 sur Vs moins 1 sur Vp, tout simplement. Voilà donc ce que je peux avoir à partir de ces deux premières relations. Ts moins Tp est égal à D fois 1 sur Vs moins 1 sur Vp. On connaît plus ou moins les vitesses des ondes P et S dans la croûte, et on admet le plus souvent que 1 sur Vs moins 1 sur Vp est égal à 1 sur 8. Donc 1 sur Vs moins 1 sur Vp est égal à 1 sur 8. On connaît plus ou moins les vitesses des ondes P et S dans la croûte. Les ondes P et S. Donc, j'avais dit l'autre fois que l'onde P, sa vitesse, elle est estimée plus ou moins à 7 jusqu'à 8 km par seconde. L'onde S, sa vitesse, elle est de l'ordre de 3 à 4 km par seconde. Donc là, c'est à partir des essais au laboratoire. Donc, on connaît plus ou moins les vitesses des ondes P et S dans la croûte. Et on admet le plus souvent que 1 sur Vs moins 1 sur Vp est égal à 1 sur 8. Donc, on va remplacer dans la formule 1 sur Vs moins 1 sur Vp par 1 sur 8. À ce niveau-là, on obtient la chose suivante. Alors, on peut écrire D est égal à 8 fois Ts moins Tp. À partir de cette formule, je vais remplacer le 1 sur Vs moins 1 sur Vp par 1 sur 8. Et par conséquent, donc j'aurai Ts moins Tp est égal à D sur 8. D'accord? Donc D est égal à 8 fois Ts moins Tp. Voilà. C'est ce que j'ai mis ici. D est égal à 8 fois Ts moins Tp, tout simplement. Alors, avec cette première station, voilà ce que je vais essayer de faire. Je vais dessiner. Donc ça, c'est ma première station. J'ai obtenu la distance épicentrale en faisant la différence entre les deux premières équations. Donc, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Ici, j'ai la distance épicentrale qui est égale à 8 fois Ts moins Tp. D'où je vais extraire le Ts moins Tp. Donc, le Ts moins Tp, c'est à partir du sismogramme. Voilà donc la différence de temps. Le temps d'arrivée de l'onde de P, elle est là. Le temps d'arrivée de l'onde de S, elle est là. Et la différence de temps, Ts moins Tp, est égale à ici à 6 minutes. Je convertis en secondes. Donc, je vais multiplier par 60. J'aurai 360. Je vais multiplier 8 fois 360. Je vais obtenir la distance épicentrale pour la station 1. Avec cette distance épicentrale de la station 1, je vais dessiner un cercle de rayante égale à distance épicentrale. Donc, je vais dessiner un cercle à partir de cette distance épicentrale de rayon égale à cette distance épicentrale. Donc, j'obtiendrai un cercle. La position du foyer, ça pourrait être un point de ce cercle. C'est-à-dire tous les points de ce cercle peuvent constituer le foyer de mon tremblement de terre. Et par conséquent, j'aurai besoin d'autres stations. Donc, je vais refaire la même chose avec la station 2. Voilà.
Donc, à partir de la position de la station 1, on trace un cercle dont le rayon correspond à la distance épicentrale, D1, c'est-à-dire la distance séparant le foyer du séisme de la station 1. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tout point de ce cercle, ça pourrait former le foyer de mon tremblement de terre. Donc, je vais refaire la même chose avec la deuxième station. Donc, on effectue la même opération pour la deuxième station. Et on constate que les deux cercles ils vont se couper en deux points. Ce sont ces points-là, ce point et ce point. Donc, voilà donc la deuxième station. Ça, c'était la station 1. Ça, c'était la station 1. Ça, c'est la station 2. La station 2, de distance épicentrale un peu supérieure à celle de la station 1, parce que tout simplement, la station 2, elle est un peu loin, elle est située un petit peu loin du foyer par rapport à la station 1. Alors, on constate que les cercles se coupent en deux points. On constate que les deux cercles se coupent en deux points, c'est-à-dire ce point-là et ce point-là. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore tranché. Pourquoi? Parce que il se peut que le foyer soit au niveau de ce point, comme il se peut que mon foyer de mon tremblement de terre soit au niveau de ce point-là. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une troisième station. Voilà. Donc, avec la troisième station, on obtient trois arcs de cercle qui vont se couper exactement en un seul point. Alors, la position de l'épicentre, elle est déterminée par le point d'intersection de ces trois cercles. Alors, tout à l'heure, j'avais deux points et je ne peux pas trancher. Alors, il faut rajouter une troisième station. Et avec la troisième station, j'obtiens un seul point d'intersection des trois cercles. Alors, ce point d'intersection des trois cercles, c'est l'épicentre. C'est mon épicentre. Voilà donc la méthode des trois cercles à partir des formules, bien évidemment, et aussi à partir des sismogrammes. Alors, pour simplifier un peu les calculs, les scientifiques, ils ont dessiné ce qu'on appelle les courbes Odo-Kron ou odographes des ondes de P et S. Courbe Odo-Kron ou odographe des ondes de P et S. C'est quoi les courbes Odo-Kron ou odographes des ondes de P et S? Ce sont ces courbes que vous voyez ici. Donc là, c'est la courbe des ondes de P qui est tracée en fonction de la distance épicentrale et du temps de propagation de l'onde. Et ici, vous avez la courbe Odo-Kron ou odographe des ondes S. Et on voit que les ondes de S, ils sont un petit peu plus lentes comparativement par rapport aux ondes de P. Ici, nous avons les différences de temps, Ts moins Tp. Ts moins Tp. Par exemple, ici, vous avez Ts moins Tp est égal à 4,8 minutes. Ici, Ts moins Tp est égal à 6,6 minutes. Ici, c'est 10,4. C'est 10,4. Donc là, c'est la différence de temps entre le temps d'arrivée de l'onde de S et l'onde de P. Alors, en fonction de cette différence de temps, Ts moins Tp, on peut déterminer la distance épicentrale. On peut déterminer la distance épicentrale pour les stations. Et comme ça, donc, je reviens à ma méthode des trois cercles. Donc, si j'ai par exemple trois stations, station 1, station 3 et station 2, je vais refaire la même chose pour avoir l'épicentre du séisme. C'est le point d'intersection de ces trois cercles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des courbes Odo-Kron ou odographes. C'est pour simplifier tout simplement les calculs. Au lieu de passer par tous ces calculs qu'on avait vus tout à l'heure, donc en utilisant tout simplement, en ayant tout d'abord les sismogrammes, qui va nous donner les différences de temps. Avec ces différences de temps Ts moins Tp,
je vais projeter sur les coupes, je vais obtenir les distances épicentrales, et pour chaque distance épicentrale, je vais dessiner un cercle. Donc, je vais choisir 3 stations. Donc, pour chaque station, je dessine un cercle. Le point d'intersection de ces 3 cercles, d'ailleurs, c'est la méthode des 3 cercles, va me donner l'emplacement exact de l'épicentre du séisme. Tsunami, phénomène conséquent d'un séisme. Tsunami, phénomène conséquent d'un séisme. J'avais expliqué l'autre fois que tsunami, c'est un mot d'origine japonais. Un mot d'origine japonais. Alors, très souvent, lorsque un tremblement de terre se produit en mer, c'est-à-dire que le foyer est en mer, très souvent, suite à ce tremblement de terre, vous avez ce phénomène de tsunami. Et on va expliquer comment se produit un tsunami. Alors, si le foyer du tremblement de terre, elle est là, elle est en pleine mer, vous savez que lorsqu'un tremblement de terre se produit, suite bien sûr évidemment à une cassure, vous avez une libération d'énergie. Cette énergie, il va voyager sous forme d'ondes. Alors ces ondes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gonfler un petit peu le niveau de la mer à ce niveau-là. Et vous avez création de ce qu'on appelle une vague sismique. Alors au fur et à mesure que les ondes se propagent, avancent, la vague, il va faire de même. Il va elle-même se propager. La vague, il va se propager. Alors, lorsque la vague se rapproche un petit peu du littoral, vous avez ce qu'on appelle un retrait, c'est-à-dire que il y a le retrait du niveau de la mer. Le retrait du niveau de la mer, ce retrait du niveau de la mer, elle est rapidement suivi par ce qu'on appelle un déferlement. Un déferlement, c'est-à-dire que la vague sismique, il va se déferler sur le continent. Et très souvent, lorsque vous avez le retrait, il y a des curieux qui vont s'approcher pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que c'est quelque chose de bizarre. Et c'est là où il y a le problème, c'est là où il y a des pertes en vie humaine conséquentes, parce que juste après, vous avez le déferlement de la vague sismique et qui va causer beaucoup de dégâts. Puis après le déferlement, donc nous avons encore une fois donc le retrait jusqu'à ce que donc le niveau de la mer il va se stabiliser. Donc là c'est un exemple de tsunami qui est causé par un tremblement de terre. C'est dans l'île de Sumatra, c'est en Indonésie, c'est en 2004, en décembre 2004. Il y avait un tremblement de terre qui avait causé un tsunami, donc la vague sismique. Il avait touché toutes ses côtes. La vague sismique, il avait touché toutes ses côtes et il avait causé pas mal de dégâts. Voilà donc l'île de Sumatra, ça c'est le foyer du tremblement de terre. En Indonésie, l'île de Sumatra, et vous avez le déferlement de la vague sismique qui avait touché toutes ces côtes, l'Inde, le Bangladesh, le Thaïlande, la Malaisie, et ainsi de suite. Il avait causé beaucoup de dégâts. Alors ici, cette photo, c'est pour voir un petit peu l'ampleur de la vague sismique. Bon, regardez ces gratte-ciel, ces immeubles avec plus de 20 étages. Et pourtant, donc, la vague sismique, elle est un petit peu en au-delà de ces immeubles. Donc, pour voir un peu l'ampleur de ces vagues sismiques. Et quand ils se déferlent sur le continent, ils peuvent causer des dégâts qui sont très conséquents. Voilà, donc c'est terminé pour cette partie-là. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, le cours, il est terminé. Donc, à la prochaine, Inch'Allah.